Bien, on va démarrer les festivités de cet après-midi. Donc, on a le plaisir d'écouter cet après-midi Geneviève Pruvot pour cette session consacrée à la façon dont on peut repenser la politisation et les mobilisations écologiques en termes de quotidien politique. Donc, merci encore, Geneviève, d'avoir accepté l'invitation. On est évidemment ravis que tu sois là. Alors, pour présenter brièvement Geneviève, je vous rappelle qu'elle est sociologue et directrice de recherche au CNRS, affiliée au CEMS, c'est le Centre d'études des mouvements sociaux, oui, c'est ça. Et que depuis une dizaine d'années maintenant, peut-être un peu plus, elle s'attelle à explorer les alternatives écologiques qui renouent avec des savoir-faire qui permettent de refonder la fabrique du quotidien. Et puis, du coup, à montrer en quelque sorte que sans politique du quotidien, c'est-à-dire sans une reconstruction collective de notre subsistance, il n'y aurait pas de société égalitaire ni écologique. Donc cette enquête, elle a notamment abouti à la publication récente de 2 livres qui sont directement liés l'un à l'autre. D'abord en 2021, Quotidien politique, Féminisme, écologie, subsistance, le sous-titre. Puis cette année, la subsistance au quotidien, compter ce qui compte. Dans le premier livre, je vais pas faire un résumé, mais tu examines, Geneviève, la constellation des penseurs et penseuses, j'aime pas trop le mot, mais bon, des penseurs et penseuses qui ont en commun d'alerter sur les problèmes politiques et écologiques que pose l'éradication des sociétés paysannes au profit de modes de production-consommation, pour aller vite. Et ceci en revenant, parce que si je ne me trompe pas, c'était ton HDR, c'est issu de son HDR, en revenant sur ton cheminement intellectuel aussi parmi les écrits de ces penseurs et penseuses. Tu travailles du coup dans le livre à définir le concept de subsistance sous l'angle écoféministe, cette subsistance donc qui permet de penser un monde en dehors du capitalisme patriarcal, où le partage des tâches jusqu'aux tâches les plus triviales se fait de façon égalitaire. Le second livre, donc, qui offre une sorte de pendant pratique, c'est pas très beau comme expression non plus, au premier ouvrage, qui est plus théorique, relève davantage de l'ethnographie. Tu y proposes plus exactement une monographie ethnocomptable de ce que tu nommes une maisonnée. Bon, j'imagine que c'est des choses sur lesquelles tu vas revenir, composée donc d'un couple de paysans boulangers et de leurs filles. Comme tu le dis, comptant ce qui compte pour eux, tu parviens à y montrer ce à quoi ressemble de manière très concrète une économie de subsistance, donc non patriarcale et aux marges du capitalisme. Voilà, je te laisse la parole pour une grosse trentaine de minutes. Eh bien, merci beaucoup à vous. Et donc, je vais poursuivre le fil de la matinée pour essayer de qualifier en fait le type de politisation qui m'intéresse et aussi explorer plus avant, vraiment dans la continuité de ce qu'a fait Sylvie ce matin, ce qui se passe dans cette fameuse, alors moi que j'appellerais la nébuleuse écolo-libertaire, parce qu'en fait... il se trouve en fait qu'il est de la marque de fabrique des théories anarchistes, féministes et écologiques, libertaires, et puis des militants qui se revendiquent de cette nébuleuse, de contester le cloisonnement et la hiérarchie en fait entre sphère privée, professionnelle et publique, en partant en fait d'une hypothèse de continuité radicale entre tous ces plans. Et donc en fait, ça va produire un mode d'engagement particulier, puisque en miroir du patriarcat, du capitalisme et de l'État qui exerce une emprise illimitée, va être opposé, entre guillemets, le personnel et politique, qui est ce terme féminin, mais qu'on peut aussi bien appliquer au mouvement écologiste, impliquant de tenir tous les bouts de la chaîne et de les mettre en cohérence. Et donc, on a vraiment, mais ça c'est assez connu, que étant donné l'ampleur des transformations sociales attendues, les activistes préconisent qu'on pourrait appeler une action directe sur le changement. Oui, une action directe sur le changement sans attendre de changement de loi ou de régime politique, au nom en fait, d'une conception extensive de l'engagement qui peut s'accomplir dans les institutions, mais hors institutions,
pendant la Révolution, mais hors Révolution, au sein de grands collectifs, mais aussi de groupes affinitaires. Et donc cette exigence de continuité, de cohérence, d'action immédiate, quelle que soit l'échelle et l'intensité, fait à ce point partie de l'horizon d'attente, en tout cas du côté écologiste, qu'on peut voir aussi le traitement médiatique qui est fait à des figures comme José Bové, par exemple, en son temps, Vandana Shiva, dont le bilan carbone, l'engagement, la moindre alimentation étaient examinés, parce que ce qu'on n'aurait pas fait avec d'autres types de militants, sachant que par ailleurs, cette radiographie ou cet impératif de cohérence n'empêche pas une immense division interne au sein de courants antagonistes entre des vrais, des faux, des jusque-boutistes, des réalistes, y compris dans les franges qui seront qualifiées de radicales, comme on l'a vu ce matin, notamment par les gouvernants. Et donc, moi, c'est à partir de là que je me suis intéressée à la notion de politisation du moindre geste, puisque de fait, pour ces populations que j'ai ensuite qualifiées d'alternatives, parce que c'est un mot très pratique qui permet de mettre plein d'adjectifs derrière, alternative paysanne, alternative écologique, alternative autonome, même si ces deux termes vont moins ensemble. Mais en tout cas, il y a des véritables intersections qui sont faites avec des autonomes des champs, des écologistes féministes, donc des écoféministes, des mouvements éco-queer, anarcho-féministes. Enfin, il y a plein de croisements qui sont faits. Mais en tout cas, ce qu'ils ont en commun, c'est que ces engagements, c'est une gymnastique en fait quotidienne d'évaluation des discours et des pratiques. C'est-à-dire les deux sont mis ensemble avec des possibilités, mais on y reviendra aussi, de vérification sur pièce. C'est-à-dire quand on parle d'engagement dans le monde proche, mais c'est parce que du coup, il y a des gens proches qui peuvent immédiatement opérer cette vérification. Et donc, ce que je voudrais ici, c'est aussi vous évoquer un autre élément que j'étudie dans cet ouvrage à subsistance au quotidien. C'est en fait le résultat aussi d'une enquête multisite que j'ai menée. Donc, comme je ne suis pas du tout bonne en PowerPoint, je pense que vous ne verrez pas grand-chose. Mais c'est pour vous dire que j'ai aussi bien enquêté sur par boule de neige sur des groupes, que je n'identifiais pas comme groupe au départ, mais qui par boule de neige s'interdéfinissaient comme groupe. Donc c'est une enquête très spatialisée, localisée, dans différents types de micro-régions, on peut dire, et ça m'a conduit jusqu'à... C'est un groupe que je voulais aller voir avant qu'il entre en lutte frontale, qui est Notre-Dame-des-Landes, la ZAN de Notre-Dame-des-Landes. Puis entre-temps, il y a eu l'opération César. Donc je voulais m'intéresser qu'aux initiatives pacifiées et sans confrontation directe avec l'État. C'était ça mon critère de sélection, ayant pour ma part trop travaillé déjà sur les institutions policières. Donc je souhaitais, mais voilà, l'État est partout, comme vous le savez, et donc au fond de la forêt, l'État. Et donc j'ai embarqué aussi la lutte de Notre-Dame-des-Landes comme une sorte de contrepoint, puis c'est devenu aussi quelque chose à part entière, et ce qui m'a permis, au long de 10 ans d'enquête, de voir quelque chose qui d'habitude se voit de façon segmentée quand on est on enquête ou sur un lieu particulier, puisque moi c'était une enquête multisite, ou sur un type d'engagement qui puisse être associatif. Comme moi, j'étais spatialisée, mais sur plein de sites en même temps, dont un site en lutte. Donc aussi bien observer les fonctionnements de ces sites que le nomadisme militant permettant d'aller de ces lieux en lieu jusqu'à Notre-Dame-des-Landes. Ce qui fait que d'une semaine à l'autre, je pouvais voir en fait cette fameuse circulation, ce fameux multipositionnement militant, du fait même, alors même que mon enquête avait une revendication de spatialisation et de territorialisation. Et donc, ça m'a conduit à distinguer, alors à ce que je ne sais pas si j'ai le PowerPoint, non, je crois que je ne l'ai pas mis, lutte frontale et lutte feutrée, je dois l'avoir mis quelque part, ou je ne l'ai pas, voilà.
Donc la lutte frontale et lutte feutrée, c'est en fait effectivement donc un vocabulaire que j'ai choisi aussi en référence avec le feutre de la yourte, parce qu'il se trouve que j'ai accordé beaucoup de place dans cette enquête multisite à un couple de boulangers paysans pour faire une expérimentation ensemble, à la fois d'enquête, mais et c'est à partir de là aussi que je vais vous proposer des formes de typologisation politique. Donc les luttes frontales, voilà, comme ça a été, participent du mouvement social et revendiquent une action publique, tandis que les luttes feutrées qui peuvent se trouver également partie prenante des mouvements sociaux, mais ne vont pas nécessairement chercher une confrontation, notamment avec l'action avec l'État, et parfois ne pas être nommés même comme étant en lutte. Mais vous verrez pourquoi j'ai tenu à les qualifier aussi de lutte, parce qu'une lutte administrative, une répression importante se mène au niveau de ces luttes feutrées, comme ça a été rappelé, des associations qui coupent les budgets, mais aussi des personnes qu'on va qualifier de sectaires et entraîner la mivilude, enfin, sans compter d'autres éléments de répression professionnelle aussi. Enfin, la palette est grande. Et donc, moi, mon idée, c'était à la fois de tenir la pointe de l'iceberg la plus visible, qui agit comme un paratonnerre, c'est-à-dire qu'elle capte la violence d'État, mais aussi la visibilité médiatique et militante, et de l'autre côté cette base arrière ou base avant, ces mots sont, vous allez voir, j'essaie de ne pas les utiliser, mais j'essaie qui permet justement à ces luttes frontales de tenir, et d'ailleurs qui ont elles-mêmes initié parfois elles-mêmes la lutte, le passage à la lutte frontale, donc tout ce maillage territorial, aussi bien associatif que de groupes affinitaires, ou voire même de ménages qui se constituent en groupes d'entraide sous différentes formes, et donc moi je voudrais essayer de sortir d'une vision dans ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui de scène, avant-scène avec les temps forts, et de l'autre côté il y aurait les coulisses et les étapes préparatoires. Donc le frontal feutré, ça me permettait aussi de sortir aussi d'une vision en termes de temporalité. Et donc, à partir de là, quel type de typologie on dispose en fait pour qualifier ce que moi j'appelle lutte frontale et lutte feutrée. Alors, il y a eu beaucoup de renouvellement en sciences politiques pour qualifier les engagements. On parle d'engagement aux lisières, par le bas, ailleurs, ordinaire. Mais enfin, quand on prend Hans-Peter Krisi, il qualifie les mobilisations en fonction de leur plus ou moins grande confrontation ou négociation avec l'État. Donc on reste dans un état-centrisme en fait, et il identifie des trajectoires d'institutionnalisation. De l'autre côté, on a Olin Wright par exemple, qui distingue les transformations interstitielles ou en rupture ou en symbiose, en prévoyant des intersections. Mais on voit bien que le rapport, en quelque sorte, centrifuge ou centripète à l'État, l'institutionnalisation, continue d'être central, en fait, pour définir quelque chose qui ressemble à des formes de classification et à maints égards hiérarchisées. De l'autre côté, il y a vraiment beaucoup de recherches aussi en sciences politiques qui sont faites sur les résistances ordinaires. Et qu'est-ce qu'on fait des résistances qui esquivent des formes de conflictualité institutionnelle, tout en voilà. Donc et donc je voudrais vous montrer une autre tentative sur laquelle je me suis appuyée, qui est celle que je trouve remarquable, de Yves Bonny et Sylvie Olitro, qui proposent une forme et type de mobilisation. Alors je ne sais pas si c'est visible, mais en tout cas plus grand, on peut essayer. Alors après, je vais vous en montrer un 2 fois plus grand. On va pas. Donc vous voyez mieux ? Alors en fait, c'est vraiment déjà. Ce qui est intéressant, c'est que ça commence dans les formes de mobilisation et types de mobilisation par l'investissement subjectif ordinaire. Donc déjà, c'est partie prenante de la typologie elle-même, avec la question du trouble, du besoin, plainte dans l'entourage, initiative à plusieurs, régulation informelle. Donc ça s'appelle mobilisation sociale ordinaire. Ensuite, il y a la mobilisation dans une arène ou un forum public, et soit dans un réseau formalisé d'acteurs, soit hors système politico-institutionnel. Mais c'est aussi dans un réseau formalisé d'acteurs. Et enfin, mobilisation dans le système institutionnel,
avec un réseau formalisé d'acteurs participant des instances et dispositifs politico-administratifs. Alors, ce qui est dans ce tableau, c'est pour ça que j'aime beaucoup les tableaux, il n'y a pas de flèche. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on passe nécessairement d'une mobilisation à l'autre. Chaque case est équivalente à une autre. On ne sort pas donc d'une lecture top-down, même si on le lit du début à la fin, mais il y en a peut-être qui l'ont lu qui est dans l'autre sens. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que ça déjà montre qu'il peut y avoir des formes d'indépendance en fait, de ces trois modalités. Il n'y a pas de passerelle, ni de creux, ni de sommet. Je sais pas comment. Et donc, du coup, moi, je me suis fondée sur ce tableau pour, à partir de toutes mes enquêtes, en proposer un autre. Et comme j'arrive pas à faire des tableaux plus synthétiques, je vais essayer de vous le décrire. Et donc, en fait, je repars du principe des lignes de tableau qui sont sans doute équivalentes, sans flèche, sans termes comme infra-politique, micro-politique, sans termes comme profane, interstitiel, actuel, virtuel, qui sont vraiment tous les mots qui créent une sorte de taxinomie. Ce n'est pas non plus une arborescence dynamique, parce que vraiment, on peut être dans une ligne et ne pas en sortir. C'est-à-dire, c'est pas l'idée de... Donc, le cursus, parce que ça, c'est assez pénible, j'ai fait au moins 130 entretiens, et chaque fois, on me dit, en fait, le militant écolo commencerait par discuter avec ses proches, il change de mode de vie pour aller militer dans l'associatif, puis ensuite, il brigue des postes institutionnels, et donc on dit qu'il va passer d'un engagement informel pour aller à un engagement formel, et généralement, c'est le cycle de vie, il est très jeune, et ensuite, il devient d'âge mûr. Ça ne correspond pas aux trajectoires que moi, j'ai recueillies sur le terrain, avec des cas de conversion très âgés et des cas d'institutionnalisation très précoces. Il y a des entrées directes à chaque étape. Et des trajectoires qui suivent même des cheminements inversés. Et donc, je ne vais pas y revenir. Et on n'a pas du tout le cas de l'anarchiste qui s'agirait et qui, donc, à la fin, deviendrait élu. Moi, le maximum que j'ai pu voir, c'est l'élu à l'échelle municipale. C'est vrai que je me suis située particulièrement hors institution, hein, en tout cas... et donc, tout ça pour dire que donc il n'y a pas de continuum, c'est-à-dire le continuum militant ne permet pas et donc j'ai préféré du coup une formule plus prudente d'éventail en fait des formes d'engagement possibles, j'ai mis l'éventail des actions concrètes aussi par ailleurs. Parce que et donc c'est une opération de délimitation qui me semble assez important, que le terme écolo-libertaire de fait donne l'impression d'un foisonnement d'initiatives, comme s'il y avait une forte porosité, alors qu'il y a quand même des lignes de démarcation, mais qui sont à investiguer justement, à comprendre. Et donc ce panorama synoptique, je peux aller jusqu'en bout, parce que c'est le stade ultime, c'est l'action, ce que j'appelle individuelle dans l'isoloir. C'est que dans le cas des positionnements écologistes, comme ça a été rappelé, il y a vraiment une articulation de plusieurs modes d'engagement et de l'assiette au déplacement. Et donc, ça n'exonère pas pour autant, justement, de se poser la question de qu'est-ce qui est combinable, de comment ça déplace le questionnement, en fait. Puisqu'il y a du multipositionnement, l'enquête, c'est comment on se multipositionne. Et donc, ce que je voulais peut-être dire pour commenter ce tableau, qui est donc le numéro 61 de la soixantaine de tableaux ethnocomptables dans Quotidien politique, puisque comme je mettais tout en tableau, j'ai aussi fait la politisation, tant qu'à faire. Mais c'est aussi parce que pour moi, c'est une forme de conclusion de ce travail, en tout cas de bilan d'étape. Premier point, c'est que je ne fais pas de distinction. Enfin, la distinction entre action collective et action individuelle n'est pas exactement celle qui est posée habituellement, puisque l'acte le plus individuel qui soit, statutairement, peut être que seul dans l'isoloir. Donc, c'est l'acte, vous allez me dire, c'est restrictif, mais en tout cas, celui-là ne peut pas être autre que seul dans l'isoloir. Et à l'inverse, je me suis dit, la cuisine, c'est très collectif.
Donc j'ai aussi procédé à des formes d'inversion pour aussi partant de mon ancrage aussi bien d'enquêtrice sociologue du genre qui voit bien que les questions domestiques ne sont pas du tout des questions d'isolement dans la sphère, mais bien socialement organisées jusqu'à la cuisine qui est tout sauf un lieu de réclusion. Elle est par ailleurs très équipée, donc elle est très organisée en amont par l'industrie, et que pour avoir beaucoup travaillé sur des logiques d'entraide, donc pour moi, l'une des caractéristiques de la mobilisation écologiste, c'est que précisément, il y a une action collective à destination des proches qui fait partie vraiment d'un engagement à part entière et qui va permettre à des gilets jaunes qui ne sont pas écologistes de dire « moi j'ai un potager, donc si vous voulez, vous m'appellerez écologiste, mais je suis depuis toujours ». Et de la même manière, on va dire que toutes les populations qui sont autochtones ou avec un mode de vie paysan artisan vont être qualifiées par des militants d'écologistes parce que précisément leur mode de vie n'est pas en tout cas, n'hypothèque pas le devenir de la planète. Donc on voit vraiment à quel point il y a un travail de requalification de cette politisation à partir de pratiques ordinaires extrêmement triviales et qui vont être recodées aussi parce qu'elles vont être politisées ou en tout cas perçues sur un comité politique comme relevant d'un collectif. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant. C'est pas pour rien que Silvia Federici dit que la révolution commence dans la cuisine et le point zéro de la révolution. C'est qu'elle a une approche aussi en termes de maisonnée, et on va y revenir. C'est-à-dire, l'un des enjeux pour moi de ce travail, c'était de sortir toutes les pratiques domestiques extrêmement réfléchies du prisme de l'individualisation forcenée dont elles ont été l'objet à partir de l'industrialisation, et notamment la disparition d'un rouage politique fondamental dans les sociétés paysannes artisanes, qui est celui des maisonnées. On pense d'un côté, il y a des individus dans des familles nucléaires, de l'autre côté, il y a des groupes organisés. Or, les sociétés paysannes ne sont pas organisées en famille, elles sont organisées en maisonnées. Et les maisonnées, c'est un groupe de cohabitation de personnes qui fabriquent collectivement la viabilité de la maisonnée elle-même, en lien avec d'autres maisonnées. Donc, c'est une définition topographique du regroupement humain plutôt qu'une définition par parenté. Ça, les anthropologues montrent bien. C'est un principe de cohabitation et c'est un principe de redistribution des subsides aux humains, non-humains et objets qui habitent cette maisonnée. Donc, c'est un principe de justice aussi, avec des maisonnées patriarcales, très injustes, et des maisonnées plus égalitaires. Mais ça, les anthropologues ont vraiment montré la variété des organisations des maisonnées. Et donc, moi, c'est vrai que mon travail, à partir de collectifs, de foyers, qui semblaient n'être que 2, mais qui en fait sont beaucoup plus nombreux que cela, m'a conduit à utiliser donc cette qualification anthropologique qui consiste à voir donc des maisonnées et à essayer d'explorer plus avant ce qui se jouait dans ce regroupement de maisonnées. Et à cet égard, on peut voir la ZAD de Notre-Dame-des-Landes comme un regroupement de maisonnées, c'est-à-dire qu'on est vraiment à faire village autrement, mais faire village, on va dire, comme à une certaine époque où il y avait beaucoup moins, où la chaîne des métiers paysans artisans, la variété des manières de s'organiser et le fait que chaque collectif est organisé autour de la fabrique du quotidien par l'intégralité des membres de la maisonnée, personne ne pouvant s'y soustraire. Donc, de ce point de vue-là, j'y trouvais le même type d'organisation que dans d'autres micro-régions beaucoup plus dispersées sur le territoire, mais ayant un centre villageois ou urbain assez actif et co-organisé en réseau d'entraide. Les organisations en maisonnée étaient vraiment extrêmement semblables, sauf que l'une était en lutte frontale, tandis que l'autre était en lutte feutrée. Et donc, ça pose des questions concrètes, parce que donc, si on reprend ma typologie, c'est bien une action collective à destination des proches. Et pour aussi distinguer, il y a des actions collectives à destination des proches avec discours de politisation. Et moi, c'est ça qui a caractérisé aussi ces fameuses maisonnées, parce qu'il existe des maisonnées aussi, on va dire, de la perpétuation des maisonnées d'autres. Et là, un discours de politisation écologique.
en tout cas, ou autonome. Et donc, parce que ce mode d'action est aussi celui dans lequel puise la coordination rurale, qui a aussi à sa disposition d'autres maisonnées, mais qui n'ont pas le même discours de politisation. Et donc, si on pense en termes de maisonnée et comme un mode d'action à part entière, puisqu'il est topologique, ça veut dire que l'action ou la mobilisation, ça consiste à faire visiter son lieu. Le lieu, la visite, devient une opération démonstrative de politisation, et l'hospitalité active. Donc l'hospitalité, l'autre point qui est inhérent à la maisonnée met au travail toute personne qui passe dans les lieux. Donc on participe à une vaisselle en 3 bacs si elle a lieu. Si il faut récolter dans les champs, on n'est pas là. C'est le principe de la maisonnée, c'est vraiment une fabrique collective. Donc l'hospitalité, c'est une hospitalité qui consiste à faire un partage de fabrique d'affiches, parce qu'à ce moment-là, il y a une manifestation, etc. Et donc, c'est quelque chose que je retrouvais aussi bien à Notre-Dame-des-Landes que à Vallonde, où j'ai enquêté de façon microscopique. Et donc, ça met en évidence des modes d'action qui donc impliquent de ne pas quitter son lieu pour militer. Enfin, c'est-à-dire, on fait venir dans son lieu. Et là, on a un turnover très grand et un épuisement aussi de l'accueil, avec des limites qui doivent être posées. Le woofing est l'une des modalités, les AMAP qui font venir. Ça se décline à tout niveau, le fait de le faire, de mélanger donc le domicile en quelque sorte, mais parce qu'en fait, il s'agit bien de rendre viables des lieux et appropriables par d'autres. Et à partir de cet accueil, il y a aussi donc une formation qui est faite, une formation à la fabrique de maisonnées. Et donc, aller à Notre-Dame-des-Landes, c'est repartir avec un kit, entre guillemets, des manières de faire, avec un panorama assez vaste de tentatives, en tout cas de façons de faire maisonnée. Et donc, ça, voilà, pour vous dire que quand on pense en termes de maisonnée, ça invite à voir aussi d'autres événements. La maisonnée, par ailleurs, a pour caractéristique de ne produire que pour elle. Et c'est pour ça que quand je parlais d'autosubsistance, autoproduction, autoconsommation, c'est des mots que j'ai bannis de mon vocabulaire dans le quotidien politique, et je parle de entre des unions subsistance. Les maisonnées sont forcément en lien les unes avec les autres, et c'est le regroupement politique, c'est un regroupement de maisonnées interdépendantes, mais c'est d'autres interdépendances qui sont choisies par rapport aux interdépendances plus industrielles ou conventionnelles. Et donc ces maisonnées interreliées constitue une force extrêmement importante et constitue un véritable mode de regroupement qui permet du coup à ces modes de lutte feutrés, qui fait que quand les subsides ou les coupes budgétaires sont coupés, la possibilité de s'appuyer sur le réseau de ces maisonnées qui sont par ailleurs vivrières aussi, permet d'attendre. Et donc, ça, c'est pas quelque chose qui s'invente. Je ne parle pas du mouvement écologiste des années 2020. C'est depuis que le progrès existe et qu'il est réfractaire au progrès, qu'il y a cette organisation, l'appui sur cette modalité de la maisonnée comme moyen d'attendre et de voir venir et de ne pas compter uniquement sur l'industrialisation pour fournir la majorité des éléments de la subsistance quotidienne. Donc ces maisonnées ont des enjeux de subsistance qui sont à la fois un moyen de lutte, mais aussi, et c'est peut-être là qu'on y viendra, la fin de la lutte. Enfin, c'est à la fois un moyen et l'enjeu. Et donc, à partir de là, ça pose des questions. Ce que je vous disais, ces maisonnées sont reliées les unes avec les autres et elles créent des espaces publics de proximité. Et c'est la troisième case, avec des ateliers, des conférences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste l'accueil dans son lieu, c'est qu'il y a des lieux qui vont être mis comme... Et là aussi, ça permet de réhabiliter. On parle beaucoup de la scène associative, on en a beaucoup parlé. Et là, moi, je voulais juste parler de la question du commerce. Les maisonnées sont commerçantes. Il y a du surplus dans les maisonnées parce que quand on travaille avec des matières vivantes, il faut nécessairement du surplus, plus de graines, plus de levain, etc., plus de matière pour renouveler les matières. Donc, il y a quelque chose d'inhérent dans la maisonnée à dégager du surplus. Et donc, quand on s'étonne que les alternatives écologiques sont commerçantes, c'est comme ce n'est pas du tout antinomique, c'est inhérent au fonctionnement même de ce regroupement-là. C'est-à-dire qu'on ne produit pas que pour soi et ses proches, mais pour d'autres que soi, et ça peut passer par le commerce et pas uniquement par le don
du surplus. Et donc la relation commerçante, donc moi j'ai pu observer donc, à Vallon des relations, bon, les marchés, marché avec des producteurs, qu'est-ce qui se joue dans la scène feutrée de la vente directe au marché. Et là, pour moi qui travaille sur des questions de genre, c'est assez important parce que comme Vallonde, que j'ai étudié, sur laquelle on reviendra, typiquement, ça pouvait être un lieu dans lequel des femmes qui n'allaient pas militer à la Confédération paysanne ID Péchant les conjoints, se retrouvaient en vente directe. Et là, faire un autre type de réseau du proche et de politisation discrète, mais néanmoins extrêmement fort en termes de liens sociaux qui sont créés. Et donc la scène du commerce, au sens commercer, de converser, comme un lieu, et donc j'ai pu voir à Notre-Dame-des-Landes exactement les mêmes pratiques, d'AMAP. Donc pour vous dire que ça réhabilite aussi ce type de scène en termes politiques. Donc ça permet aussi d'interroger les frontières du domestique, puisqu'en fait, précisément dans ce qui se joue dans ce type de commerce militant, c'est de proposer en accéléré à travers des éléments comestibles, un rapport au corps assez sensible, justement un échantillon de maisonnée et de son organisation, puisque les gens posent plein de questions, etc. Donc je raconte des scènes de marché dans le livre. Et en tout cas, c'est un enjeu fort aussi pour démasculiniser aussi le prisme qu'on a dans le répertoire d'action politique. Et ça permet également de ne pas raisonner à l'échelle d'individus, mais précisément de maisonnées. Dans la maisonnée, il y en a un qui va être sur la scène du commerce en vente directe. Il y en a un, il aura un peu plus de temps que les autres, il va être envoyé à Notre-Dame-des-Landes ou les soulèvements de la terre. Il y en a encore un autre, il est itinérant et donc il va peut-être revenir, etc. Et donc, si on raisonne à l'échelle collective et ensuite de maisonnées articulées à d'autres maisonnées, on voit bien que la division entre lutte frontale et lutte feutrée s'estompe et que c'est plutôt, il faut, dans ce cas, raisonner à l'intérieur même d'un groupe. Et donc, ça m'a permis, pour que Florian et Myriam, que j'ai investigués, eux, n'ont pas les moyens d'aller à Notre-Dame-des-Landes, mais ils prêtent un champ pour qu'il y ait une grande affiche et on va leur raconter, etc., etc. Et donc, moi, ce qui m'apportait, c'était de rendre compte dans une lutte, puisqu'il me trouve que sur le plan empirique, j'allais d'une semaine à l'autre, d'un lieu à l'autre, de ceux qui allaient être l'iceberg, le sommet le plus visible, et puis ceux qui avaient au dos de leur voiture, non à l'aéroport, et qui distribuent des flyers par ailleurs, sachant que ces mondes communiquent en permanence, et donc sortir aussi d'une sorte de mépris autour de ce que Bookchin, il y a une querelle entre Bookchin et Graeber, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la lifestyle politics, donc de disqualification de ceux qui ne feraient comme politique préfigurative que la démonstration à partir de leur mode de vie, pour montrer qu'empiriquement, en tout cas à l'échelle rurale que moi j'ai observée, je pense qu'il y a quand même des spécificités au niveau urbain, cette division-là ne fonctionne pas. Je suis trop longue, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je pensais juste que Bookchin dit ça beaucoup pour la ville. Oui, ouais, non, c'est vrai. Mais Graeber lui répond bien, je trouve. Et voilà. L'autre élément, c'est que ça permet aussi de sortir d'une division entre politique, dépolitisation. Enfin, politisation, dépolitisation, qui, je trouve, est aussi une manière de rendre compte des actions, de ces formes de mobilisation qui, là aussi, moi, j'ai trouvé beaucoup plus finement et beaucoup plus, on va dire, généreusement articulé sur le terrain. C'est-à-dire que tout le monde sait que si un tel doit traire ses vaches tous les jours, mais que par ailleurs, c'est un autre copain qui va aller à telle manifestation, etc., ils sont en lien. Et donc, la dépolitisation doit se trouver d'autres critères. Ce serait la personne ou le groupe qui, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, ne serait jamais connecté, ni en entraide avec une lutte frontale. Du coup, ça déplace aussi les frontières. Donc, moi, j'ai voulu réhabiliter ce que j'ai appelé les bonnes femmes triviales locales, parce qu'elles occupent, à cet égard, elles reviennent du coup au devant de la scène. Et ça
Et par ailleurs, parce que, y compris les luttes frontales, savent qu'elles doivent être nourries, soignées par toutes ces populations qui sont d'ailleurs souvent locales. Et donc, l'autre élément qui me semblait important, c'est de critères dans ce tableau-là que j'ai fait sur les formes d'expression, lieux de mobilisation, puis après j'ai essayé de voir dans le micro-monde que j'ai enquêté à Vallon de ce qu'il faisait ou ce qu'elle faisait, c'est que un critère de distinction plus fort pour moi que politisation et dépolitisation, c'est action en face à face ou action à distance. Et je pense que on ne fait pas de subsistance à distance. Ça me paraît pas possible. Enfin, c'est là, on est dans la matérialité, la matière qui ne se transforme pas à distance. Elle est vraiment. Donc là, il y a quelque chose autour de l'action, la mobilisation impliquant du face-à-face avec la matière et le monde et le milieu de vie. Et de l'autre côté, des formes d'action à distance qui impliquent aussi des formes d'anonymat, d'anonymisation plus grande. Et je ne voulais pas non plus que d'un côté on dise on n'aurait que des copains de l'autre et que des anonymes de l'autre. Ce n'est pas du tout ça qui se passe, mais en tout cas on a des formes d'interconnaissance qui sont quand même très, très, très fortes dans ce type de mobilisation qui me semble typiquement, enfin en tout cas très activé par le mouvement écologiste sous toutes ses formes. Et donc quand moi on emploie le terme d'action directe, c'est vraiment action directe sur la matière, action directe sur ses proches, où on va changer le régime du proche, action directe évidemment dans l'espace public où on va faire advenir, il s'agit de faire advenir une barricade pour un blocage immédiat. Et donc, c'est vraiment la mobilisation du proche sur un temps proche qui constitue un véritable régime en soi de mobilisation. Et donc, je voudrais peut-être, à partir de là, vous dire que ça conduit aussi à enquêter différemment. Et étant donné que cette nébuleuse écolo-libertaire que j'avais pu voir voilà, en allant de lieu en lieu, je me suis dit qu'il me manquait la façon dont c'était articulé au jour le jour. Parce que comme on l'a dit, là le questionnement se déplace, c'est pas tant le multipositionnement militant, mais c'est à quelles conditions, comment parvenir à cumuler un grand nombre de postes de mobilisation. C'est-à-dire que là, on touche des questions d'articulation dans la journée, dans l'année, étant donné que tout devient politisé et toute de la matière, de la table dont la matière doit être réfléchie parce qu'elle est en mélaminé, parce qu'elle a été achetée chez Ikea et qu'il ne faut pas, etc., jusqu'au type de flyer qui va être produit et au type d'institution avec laquelle il va y avoir des acceptations de collaboration. Donc cette réflexivité extrêmement... Déjà, elle induit un groupe qui vient rappeler les limites à ne pas franchir. Le biobusiness, non pas cette institution-là. Et ça, il faut faire des enquêtes locales, parce qu'il y a des endroits où il y a un bout d'institution qui est fréquentable, mais dans le département d'à côté, ce n'est pas le cas, parce que ça dépend. Donc il y a vraiment aussi des arrangements locaux des lignes rouges et vertes à ne pas franchir. Et donc je me suis astreinte à cet exercice de prendre dans tous mes enquêtés simplement 2 personnes qui sont Florian et Myriam, paysans boulangers avec leur petite fille, pour voir comment se déclinait la politisation du moindre geste en partant de la façon, en décrivant 9 jours. Sur 12, il y en a beaucoup plus que ça, puis plus qui sont enquêtés, mais minute par minute. Donc j'ai proposé un récit extensif, maximal, de la journée, parce qu'en répondant aussi à la question que se posait David Graeber dans son livre Direct Action, où il propose aussi une ethnographie par journal d'enquête très détaillée de son propre groupe affinitaire, mais il parle d'1 an. Et du coup, moi, je me posais la question du travail reproductif, productif, du guichet de l'État, quand est-ce qu'il apparaît ou pas, quand est-ce qu'on prend la route, qui on rencontre. Quand on en est... Sinon, on en reste à des qualificatifs du type informel. C'était de retrouver des formes coutumières, en tout cas, d'organisation de ces modes d'action. Et donc, je me suis astreinte à prendre la journée
comme échelle, pour voir comment ça allait être finement négocié, pour aussi comprendre, sous la forme de la rythme-analyse, jusqu'à quel point c'est tenable. Et donc j'ai pris un couple, qui semble être un couple, mais c'est une toute petite maisonnée avec plus d'animaux en fait que d'êtres humains. Donc ils ont beaucoup en charge et qui les aident d'ailleurs, des animaux plus professionnels que d'autres, parce que sinon ce serait absolument intenable. Et donc j'ai essayé de voir le Parlement domestique, en quelque sorte, comment ils le tiennent et comment c'est décliné dans toutes les sphères de leur existence. Et ça m'a aussi conduit à produire des questions d'ethnocomptabilité, c'est-à-dire le comptage du temps, mais aussi de l'argent. C'est-à-dire que de partir, je vous ai dit que c'était des alternatives commerçantes, mais aussi qui sont en général taxées d'invraisemblables ou aussitôt nées, elles sont évanescentes puisqu'elles seraient subventionnées par les parents ou alors par l'État qui leur donnerait des subventions, ou alors elles ne dureraient jamais assez longtemps, il y aurait des problèmes relationnels dans ces différents collectifs, ou alors s'ils seraient récupérés par le capitalisme, ce seraient des fausses alternatives. Donc moi, je me suis dit, récupérés par le capitalisme, de combien d'euros? Et donc, allons au bout de ces stéréotypes qui circulent et qui tendent, parce que c'est tout le problème de ces formes de mobilisation, c'est que si on les prend du côté sommet de l'iceberg, Notre-Dame-des-Landes, là, on rentre dans un répertoire relativement balisé, ne serait-ce que parce que la violence politique vient aussi, telle qu'elle est qualifiée par les médias, donner ses lettres de noblesse à ces mouvements. Mais pour ces mouvements qui sont constitutifs des ZAD, par ailleurs, ceux-là peinent, en fait, ils semblent ne jamais être à la bonne place. Enfin, ça a été redit ce matin, il y a comme une sorte de suspicion généralisée. Donc faire une ethnocomptabilité, ça a consisté à faire un inventaire complet d'objets et de ressources pour voir à la fin combien ils ont, et de tous les dons, toutes les relations sociales, pour aussi interroger la notion de commun, puisque l'enjeu est de faire commun, mais moi j'ai plutôt vu du commun à partir de la propriété et de la mécanisme mis à disposition, etc., pour dégager, pour aussi rendre tangible et matériel des engagements qui se donne pour enjeu justement de transformer la matérialité même des existences. Donc, pour rendre compte de cette manière d'interroger en fait les démocraties, il fallait donc trouver, il me semble, la lunette ou la méthode d'enquête qui rende compte de leur manière même d'habiter et de militer. Et donc, c'est pour ça que je me suis astreinte à faire cette soixantaine de tableaux ethnocomptables pour finir par ce tableau que je vous montre là. Et pour dire que qu'est-ce que ça veut dire, du coup, politiquement, pour ces modes de mobilisation, c'est que ça interroge directement le fait qu'on habite dans des démocraties sans terre. C'est-à-dire, pour moi, sans droit à la terre, sans avoir de droit, un accès à la subsistance. C'est-à-dire qu'on a des droits abstraits. Or, ce que ces maisonnées interconnectées demandent, c'est des droits concrets à l'eau, au bois, aux maisons communes, qui sont, qu'elles soient d'État ou pas d'État. Et donc, la difficulté qu'il y a en fait à militer sans ces accès de base. Et donc ça c'est aussi à la lumière de mobilisation autochtone qui pose la question de la terre comme première, avant même de poser la question du droit à voter. Qu'est-ce que le droit de vote sans l'absence de terre? Donc l'invention de la démocratie sans droit à la terre reste quelque chose de très curieux, mais très symptomatique aussi de démocratie à la fois militaire, mais aussi très, très fortement liée à un type de développement industriel qui vise la déterritorialisation précisément. Donc il y a ce droit à la terre et à la terre et à l'atelier, au bâti. La terre et au bâti, ça marche ensemble. Ça fait partie des éléments, on va dire, fonciers, sans jeu de mots, de ce mode de mobilisation. Et donc, on en vient à la question que je n'ai pas répondu, mais donc qui peut tenir tous ces bouts de la chaîne, puisque l'enjeu est précisément de montrer de manière écosystémique que l'écologie ne se prend pas que par un petit bout, mais doit se décliner de façon cohérente dans tous
ces dimensions. Et donc là, moi, mes enquêtes sont assez implacables, c'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve principalement des personnes, celles qui peuvent tenir tous les bouts sont principalement des personnes sans enfants. Ça, c'est un élément qui n'ont pas beaucoup d'enfants à ce moment-là de leur militantisme, voire décider de ne pas en avoir, parce que là, la question des enfants va recomposer énormément le militantisme, notamment dans sa possibilité d'action dans la longue durée dans des luttes frontales. Et donc là, il y a vraiment la dimension des jeunes enfants ou de personnes à charge, vulnérables, personnes âgées. Là, on a une vraie... Donc moi, les personnes que j'ai vues militer aussi bien sur la scène frontale, la scène, on n'en a pas parlé, mais c'est très important, j'appelle ça le front des métiers, parce que c'est aussi bien syndical que des associations en éco-construction, d'accouchement à domicile, d'herboristerie. Enfin, c'est inimaginable à quel point il y a un contre-système des professions extrêmement fort pour s'opposer aux habilitations professionnelles reconnues par l'État. C'est un militantisme à part entière. Donc, il y a seuls et ceux qui tiennent et qui vont à la fois être maçons dans une association de construction, être maçon en éco-construction, ce qui est déjà un militantisme en soi. Pouvoir aller jusqu'au ministère de l'écologie pour lutter contre le lobby béton et imposer des règles professionnelles qui ne soient pas dictées par les lobbies béton. Et enfin, participer à Sainte-Soline. Voilà, il faut là des dispositions, voilà, c'est pas donné. On retombe sur quelque chose donc je dis les enfants et évidemment des hommes. Là, il y a aussi une masculinisation, enfin, c'est aussi genré fortement. Et aussi, on retrouve la question des capitaux culturels. Mais une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on a posé l'idéal de cumul extrême de tous ces positionnements comme l'idéal. Et donc, je ne voudrais pas invisibiliser ce que j'ai appelé les écoféministes vernaculaires qui ne vont pas employer ce terme-là, qui sont sur le terrain, se désigneront comme herboristes, ne passeront jamais de diplôme, de toute manière qui n'est pas reconnu par l'État, mais accompliront en vendant leur sachet de tisane un travail de soins vraiment important et contribue très fortement en fait à la soutenabilité de ces mouvements qui doivent affronter un tel raz-de-marée de répression à tout niveau professionnel, local, on l'a déjà suffisamment dit, que donc ce travail-là, pour le coup, va être occupé par des personnes bien moins dotées scolairement et qui pour autant... Et donc ça crée aussi... je ne dis pas que ça ne rebrasse pas du tout les cartes sociales, mais ça crée en tout cas des groupes, quand j'ai pu le voir à Valonde notamment, beaucoup plus brassés socialement qu'on ne le trouve dans les scènes classiques du répertoire politique. Voilà, donc je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la salle, j'ai envie de te poser une question stato-centrée, j'ai le droit, sur le rapport à l'État. Simplement, j'aurais voulu que tu reviennes un peu sur le rapport à l'État des alternatives dont tu parles, pas leur rapport en termes d'idées. Enfin, j'ai bien vu que il ne se situe pas de façon proche de l'État, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une forme de coexistence finalement de ces alternatives écolo-libertaires? Alors déjà en disant libertaire, ça répond un peu à la question, avec disons une main gauche de l'État qui serait chargée finalement de gérer tout ce qui permettrait une équité dans la dignité de toutes et tous, dans la reconnaissance de toutes et tous en matière de, de justice, d'éducation, de santé. Voilà, je me suis posé cette question. Il y a un livre, de Christian Arnsperger, je ne sais pas si tu l'as lu, qui est paru l'an dernier, qui s'appelle L'existence écologique, critique existentielle de la croissance et anthropologie de l'après-croissance. Et en fait, une des idées qui développe dans le livre, c'est l'idée que en fait, cette action étatique redistributrice permettrait que les modes de vie alternatifs, alors ce n'est pas vraiment ceux que tu observes, mais bon, ne soient pas majoritairement adoptés justement par des personnes soit socialement privilégiées, soit du moins plus diplômées que la moyenne, quoi. Voilà. Pour lui, ça serait une façon justement d'ouvrir ces modes de vie à d'autres catégories
de personnes. Et puis après, j'aurais une deuxième question rapidement. Là encore, un petit côté politique, tu vas voir Bookchin revenir. C'est plutôt sur l'organisation politique finalement qui est proposée dans ces alternatives. Je ne sais pas comment les appeler, l'ensemble de ces maisonnées. Qu'est-ce que ça constitue finalement l'ensemble de ces maisonnées? Alors j'ai bien vu que le projet politique dont tu parles, c'est pas les bases autonomes durables survivalistes chacun pour soi, c'est très clair. Les maisonnées, elles sont interdépendantes, on est dans l'intersubsistance, là-dessus c'est très clair, mais je vois pas quand même exactement ce qui est proposé en termes finalement de d'animation de la vie de la cité, de décision, de choix collectifs, comment on délibère sur l'entretien des communs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pensé, du moins par une partie des gens là-dessus? Et là encore, cette question, elle me vient de la lecture, mais cette fois de Christine Ross, tu sais, dans la forme commune, où pour elle, elle dit que l'épanouissement de l'écologie de la subsistance s'exprime dans la forme commune. L'espace-temps s'ancre dans l'art. L'espace-temps de la forme commune s'ancre dans l'art et l'organisation de la vie quotidienne et dans une prise en charge collective et individuelle des moyens de subsistance. Donc voilà, est-ce que tu pourrais en dire plus sur ces questions-là? Mais tu n'es pas obligé de répondre tout de suite s'il y a d'autres questions. Un mot, on ne peut pas le lire. Ouais, je ne sais pas si vous voyez. Ah oui. Du coup... oui, c'était parce qu'en fait, moi, je me suis dit, pour que Florian et je fais exprès de répondre très empiriquement, eux, ils doivent gérer tous, ils sont là-dessus, donc voilà, eux, leur vie, c'est ça. Enfin bon, c'est toutes les matières qui rentrent et qui sortent dans leur... mais pour que ça ce soit possible avec leurs 12 ruches, etc., il faut combien d'institutions autour? C'est ça, je voulais absolument sortir de l'isolat, c'est pas une Robinsonade, ça c'est vraiment, c'est pas du tout ça. Donc pour ça, c'est ça, ils ont besoin de téléphonie, d'internet, de routes, de soleil, et puis de la Confédération paysanne, d'une formation d'un GAB, d'une chambre d'agriculture, d'un hôpital, etc., etc. Donc en fait, vraiment, on est absolument... Enfin, je n'ai vu aucune alternative autonome, elle n'existe pas. Ça aussi, c'est une construction. On vit en société, en État-providence, et évidemment, serait fou que les alternatives ne s'appuient pas sur l'État-providence qui fait absolument partie, et des guichets auxquels ils vont, et aussi, voire même des métiers, parce que certains sont à mi-temps, dans la fonction publique ou territoriale, et des alliances qu'ils cherchent à créer. Absolument. Donc ça, c'était aussi un point assez important pour désenclaver aussi l'imaginaire de quelque chose qui serait... que le mot autonome, qui est d'ailleurs un mot que du coup j'utilise... je mets de côté pour sortir de cet imaginaire-là. Mais par contre, j'appelle ça un rapport parcimonieux à l'État. C'est-à-dire vraiment, tout est choisi et réfléchi. Et donc, et discuter, et négocier. Et donc, il y a... et avec des débats internes forts entre ceux qui sont dans une scope parce qu'ils veulent être dans le salariat avec une action redistributive et ceux qui vont être celles qui vont être entrepreneuses et disant qu'ils contribuent suffisamment par l'impôt indirect à la société de l'État-providence. Donc là, on a des débats internes très forts, écolo-libertaires, qui n'empêchent pas ces personnes de voisiner, voire de travailler ensemble. Donc moi, ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, biographiquement, il y a des évolutions dans ce rapport à l'État qui, de toute manière, et surtout en France, incontournable. Mais là encore, du coup, la question, c'est pas est-ce qu'il se passe de l'État, c'est quelle relation précise, comment ils vont se positionner. Donc moi, j'ai appelé ça un rapport parcimonieux. Voilà, on peut en trouver d'autres. Alors ensuite, quel horizon politique collectif ça dessine? Effectivement, la forme communale. Moi, dans Quotidien politique, je décris Pontiol, qui est ce qu'on pourrait appeler l'initiative de municipalisme libertaire,
mais Bookchin n'était pas traduit du tout à ce moment-là, donc c'est vraiment des libertaires qui l'ont mis en place, mais voilà, c'est des ateliers municipaux, les gens qui font tous les travaux collectifs à l'échelle municipale dans un petit village. Donc effectivement, et l'autre pendant de la commune, c'est le biorégionalisme. Et donc il y a vraiment aussi là quelque chose alors même si le terme n'est pas approprié nécessairement comme tel, on voit bien qu'on est plutôt dans des logiques de confédération de communes qui font région et que l'échelle régionale constitue l'horizon. Alors après, bassin versant ou pas, c'est plutôt là où on peut se mettre. Parce que si on commence à raisonner à partir d'un biotope qui de toute manière est totalement inaccessible dans son entièreté, donc, ce que je voulais dire, c'est que du coup, moi, voilà, j'ai essayé de faire cette cartographie-là, par exemple, qui est de resituer cette yourte dans tout un monde avec 20 km là, 30 km là, qui n'est pas juste dans les 5 km carrés. Et donc, je pense que du coup, l'espace du commun, par contre, là aussi, parce que comme ça a beaucoup été travaillé, la question des communs et tous les formats possibles, moi, j'ai essayé et que le mot commune, voilà, est aussi très... ça permet de faire le lien entre la forme révolutionnaire de la commune, qui est une forme révolutionnaire habitée, enfin, voilà, qui est donc aussi une forme révolutionnaire très particulière, où la fabrique de la quotidienneté fait partie. Enfin, moi, j'utilise beaucoup Henri Lefebvre, qui donc a effectivement fait une histoire de la commune. Donc, c'est vraiment une référence très importante pour moi dans le quotidien politique, et la notion même de quotidien, c'est à Henri Lefebvre que je la prends. Mais donc, justement, ça pose des vraies questions biorégionalistes de jusqu'à quel point la mise en commun de la fabrique collective du quotidien va dépasser un certain seuil qui fera que des formes d'interconcernement et de connaissance disparaîtront et deviendront d'une abstraction folle. Et donc, ça, moi je cite pas mal Illich dans Quotidien politique, on ne peut pas le décider a priori en termes de nombre. Les biorégionalistes vont dire une ville au bout de 50 000 habitants n'est plus dans l'interconnaissance possible. Moi, je pense qu'il faut être plus prudent sur les seuils. Et en tout cas, c'est localement, empiriquement, on voit bien qu'il y a des groupes qui vont dépasser un certain nombre de... mais en tout cas, la question des formes de régime de concernement qui fait que les problèmes publics restent concrets pour tout au long de la chaîne de décision, c'est ça le format politique. Et après, s'il y a ça prend la forme d'un petit État, c'est plutôt les conditions même, voilà, qui fait que les problèmes restent concrets. Et que les gens qui se retrouvent dans des formes de délégation in fine peuvent à tout moment, comme ça a été rappelé, mais là, il faut venir sur pièce, voir ce qui se joue. C'est plutôt ça. Ce qui est sidérant, je trouve, en plus à une époque où les moyens de transport sont délirants, de voir à quel point l'abstraction est devenue la norme du gouvernement. Mais on n'a jamais eu autant de capacité de se déplacer et aussi peu de déplacements là où ça se passe. Bien, bah maintenant, d'autres questions ? Merci infiniment. Moi, j'ai dévoré Quotidien politique et ça nous aide beaucoup en fait, parce qu'on a l'obligation en ce moment, on a l'injonction sociale de proposer des solutions et de n'avoir la légitimité à la critique des modèles qu'en proposant d'autres modèles. Et on est en train de construire des récits. J'en parlais tout à l'heure sur le fait qu'il y avait les récits de l'ADEME avec des choix sociétaux. Comme ce n'est pas fait, on est en train de le faire, nous, en interne, en essayant de le faire de façon un peu poétique, avec l'intervention d'un romancier, enfin quelque chose d'un peu pas techno, quoi. Et ce genre de travaux nous aide beaucoup et on s'en sert. Donc je voulais te remercier pour ça. Et quand je parlais tout à l'heure de reconnexion à la nature, c'était ça aussi, c'est-à-dire la question de la reconnexion aux matériaux, voilà, à savoir quand on se nourrit, quand autre, d'où ça vient, quand on a cette dimension-là. Moi, la question et la limite que je vois toujours dans ça, c'est on est arrivé à tout ça, c'est possible dans un monde sur lequel on a des ressources et autres. On arrive aujourd'hui à un stade qui
qui fait que sur certains territoires, le modèle productiviste d'industrialisation de l'agriculture en particulier fait que c'est même plus possible. C'est-à-dire que les espaces où ce genre de pratique est possible, moi je suis en Limousin, j'habite à côté de la Tournerie, je suis à proximité du plateau du Vache, c'est faisable chez moi. Enfin, j'en ai autour de moi. Mais quand je vais à Angers, quand je vais dans la Beauce ou autre, on est sur des espaces où tout ça est rendu impossible par le rouleau compresseur. Et donc on a atteint des limites planétaires ici tout de suite sur ces territoires qui font que c'est plus possible partout. Et comment est-ce que... Voilà, donc la question c'est un peu comment on fait avec ça, quoi. Comment on fait avec le fait qu'aujourd'hui c'est presque... c'est fermé dans certains territoires, quoi. Alors moi j'ai une autre question qui va un peu dans le même sens mais sur un autre plan. Tu parlais de politisation du moindre geste du quotidien. Donc c'est quelque chose de très exigeant finalement, c'est-à-dire une réflexivité permanente, exigeant en termes de culture politique d'une certaine manière, même si ça peut être une culture pratique, hein. Exigeant aussi en termes de capacité à remettre en cause un certain nombre d'actes qu'on peut faire. Et donc la question que je me posais, c'était vis-à-vis de cette exigence, comment on peut envisager une massification de ce type de solution, pas en termes, on va dire, complètement finalisés comme tu le présentes, mais même en termes de possible. C'est-à-dire comment on peut rendre une perspective massifiée, disons, une perspective politique qui considère que, non pas sur le registre tout est politique des années 70, où là finalement l'État est politique, la famille est politique, l'école est politique, mais où tous les actes que l'on fait soi-même sont politiques, relèvent du politique. Donc une réflexivité, une hyper-réflexivité. Merci beaucoup Geneviève pour cet exposé. J'ai pas tout pu voir, donc je suis vraiment très preneuse si tes diapos sont accessibles. Mais merci beaucoup. Je voulais te poser en fait deux petites questions. Il y a beaucoup de collectifs qui sont actuellement traversés par notamment les questions de symétrie. Et je me demandais comment ça s'articule en fait avec l'organisation du travail et cette exigence au quotidien. Et où ça s'articule, voilà. Et la deuxième question, c'est que je vois très bien en fait comment cette politisation, comme tu le décris très bien, elle permet de casser des interdépendances délétères qui peuvent nous relier et provoquer des choses dramatiques, y compris à l'autre bout du monde. Mais en retour, comment en fait, au-delà du fait de pouvoir casser ça, ça permet ou pas, en fait, et comment c'est politisé la question de reconstruire une relation avec, plus positive, en fait, avec cet autre bout du monde, ou en tout cas avec une proximité moins grande. Merci beaucoup. Une dernière question et... Une question qui est un peu une extension à la question d'Antoine, où il y a des endroits où ce n'est pas possible pour des questions d'accès à la terre, mais si on précise un peu les questions où les endroits c'est possible, qu'est-ce que serait une société locale porteuse, accueillante à ce genre d'initiative? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des formes traditionnelles qui existent, enfin des formes anciennes d'accueil qui seraient présentes plus dans un contexte ou pas? Une question de géographe. On te laisse peut-être répondre avant de... La première et la dernière question se recoupent. Là, je ne peux pas dire où est Valonde, mais je le dirai dans 10 ans. Tout est en note de bas de page, donc tout ce que je me suis astreinte à anonymiser sera désanonymisé, en tout cas versé aux archives. C'est un endroit de bocage dans lequel il y a déjà ce ne sont pas des grandes propriétés foncière de départ, c'est plutôt et fourchette basse, et par ailleurs avec pas des situations de fermage de brève durée. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Les gens, donc déjà, pas d'habitude dans d'autres, comme à Pontiol, donc, qui est anonymisé, où là, on a des propriétés multiséculaires, en fait. Donc là, le marché foncier de cette campagne-là est bloqué. Donc ça change complètement les types. C'est pour ça que l'initiative municipale d'un côté s'impose,
Tandis qu'à Valonde, ils ont tous la possibilité d'acheter une friche qui est très accessible, tout à fait vendable, pas cher, parce que les propriétaires, de toute manière, n'ont pas été habitués à être propriétaires de toujours. Et donc, ça crée quelque chose de très différent dans les modes d'action, qui fait que le côté municipaliste n'est pas vraiment... parce qu'ils ont suffisamment d'espace à mettre en commun. Et ça, c'est vraiment un point fondamental que cette histoire foncière, en tout cas, je pense, dans l'organisation même ou pas du rapport à la manière de faire du commun, et donc ville-campagne, le type de ville et le type de campagne, parce que alors moi ce que je constate, c'est plutôt ce que je vois, c'est que j'ai inversé en l'INSEE, il parle d'aire d'influence urbaine quand il parle de la campagne. Une campagne est forcément dans une aire d'influence urbaine, et moi je parle d'aire d'influence rurale, c'est-à-dire que je vois plutôt des urbains qui, eux, dont leur monde, c'est d'être dans la polarité d'une ruralité, même s'ils n'y habitent pas. Et donc, je vois des trajets pendulaires dans l'autre sens. Et donc, c'est pour répondre à la question, quand les endroits urbains ne sont pas les ressources n'y sont pas... en gros, il n'est pas possible de casser du bitume ou d'acheter quoi que ce soit parce que le moindre champ est soumis à spéculation immobilière, ou alors que c'est des endroits toxiques, enfin, je veux dire méga pollués. On voit se mettre en place des lignes directes avec vraiment des groupes entiers en fait, qui ont une base rurale dans laquelle ils vont aller régulièrement et inversement. Donc en fait, il faut aussi penser des luttes urbaines et rurales interconnectées avec des trajets réguliers de l'un à l'autre, qui donc permettent, alors, par exemple, ce qu'on voit sur le plan militant, on peut dire c'est une AMAP, mais une AMAP au sens où on va piocher et chercher des outils politiques avec son panier politique, mais les AMAP, de la même manière, font venir des urbains quand c'est des AMAP qui vendent à la ville pour les aider à la campagne. Donc, donc je dirais qu'il y a quelque chose autour de cette circulation qui est d'autant plus nécessaire c'est historiquement une rupture qu'elle n'existe plus, puisque les maisonnées avaient toujours un bout de parentèle qui a été à la ville, qui revenait dans la maisonnée rurale, prêter main forte au moment des foins et de saisons très particulières. Il y a donc eu une rupture historique de ces liens ville-campagne qui n'ont cessé d'être constitutifs, en fait. Donc pour moi, qu'est-ce que la démocratie quand ces liens sont perdus et qu'on est dans vraiment une captation par la ville de toutes les forces et de toutes les circulations en dehors de la question des vacances qui se font un peu plus à la campagne, c'est particulier parce que du coup, le concernement collectif pour ce qui se passe d'un côté ou de l'autre est totalement cassé. Alors que là, c'était perpétué, en tout cas jusqu'aux années 60, très vivement au sein des familles. Donc je pense que du coup, ça a permis à la ville de ne pas être inhumaine, c'est-à-dire... parce qu'il y avait ces circulations. Là, on est face à des populations migrantes qui, quand elles vont dans ces campagnes, c'est pour être ouvriers détachés et n'ont pas droit à la terre, déjà. Et par ailleurs, se trouvent coincées dans des villes qui n'ont plus ces circulations-là, dont elles pourraient, d'une certaine mesure, bénéficier. Quand on voit l'immigration italienne, espagnole dans les pays du Sud, on les trouve aujourd'hui, ceux qui avaient des petits lopins de terre. Je ne suis pas sûre qu'on trouve la même chose avec la migration algérienne aujourd'hui, parce que ce n'est pas la même ville. Donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment de terrible dans le type de ville qui a été produite et qui donc a vraiment rendu incomestible et cassé ces circulations que le mouvement écologiste tente de remettre en place. Et par ailleurs, c'était peut-être aussi une autre façon de répondre, c'est que, et là, il y a ce que j'aime beaucoup, c'est ce Gibson Graham là, qui montre, en fait, qui disent quand on veut être anticapitalocentrique, il faut se dire qu'il y a plein d'autres activités qui ne sont pas de la subsistance proprement dite, mais qui se trouvent à tous les endroits, qu'ils soient villes et campagnes, et qui font que le travail salarié n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg et que des mécanismes d'entraide qui échappent à l'emprise capitaliste se trouvent partout. Et ça, c'est activable, même si les ressources manquent. Parce que, de toute manière, ça permet aussi de préparer l'idée que quand ressources il y aura, elles seront à traiter collectivement.
sur le mode de l'entraide, justement, et pas sur le mode de l'appropriation. Donc, il y a vraiment, pour moi, quelque chose de... Mais ça pose aussi des questions d'inégalité environnementale énormes. Et donc, je dis toujours que oui, une politique, pour moi, c'est d'acheter un tractopelle et de faire la politique du tractopelle militant, hein, c'est-à-dire de casser le bitume, parce qu'il va falloir rendre des villes comestibles et nourricières. Donc là, on est dans les impasses et les impossibilités. Voilà. Et donc, l'hyper-réflexivité, c'est pour ça que j'ai pris l'échelle de la journée, pour montrer à quel point des routinisations se mettaient en place. Je me suis vraiment, ça m'a pris un temps infini de faire une enquête en emploi du temps, comme l'INSEE à la minute près pour comparer à l'enquête nationale et pour voir que Myriam faisait moins de travail domestique que la moyenne des femmes. Si je prenais la vaisselle, la cuisine, alors qu'elle n'a pas d'électricité, pas de... Donc comment on arrive à ce genre de performance? Il faut déjà beaucoup de routinisation, justement, et une vie pratique très organisée, très incorporée. Et ce qui est très impressionnant, mais ça, je pense qu'on le mesure quand on va dans ce mode de lutte, c'est à quel point c'est rapide de faire une vaisselle en 3 bacs. C'est beaucoup plus difficile d'apprendre à faire marcher un magnétoscope. Le magnétoscope avait été posé comme l'un des instruments domestiques les plus compliqués à programmer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il faut quand même pas... Non, mais vous avez des souvenirs, je pense, un peu terrorisants, mais qui se retrouvent avec nos ordinateurs. Et donc, il ne faut pas mésestimer le fait que c'est de la facilitation de tâches à mains égards. C'est à la fois de la montée en compétences. Et donc, moi, j'ai essayé de vraiment de prendre au sérieux, est-ce qu'on gagne du temps, combien de temps, enfin, des formes d'apprentissage. Et donc, et par ailleurs, si on reprend le terme domestique, vivre modestement, acheter en vrac, c'est-à-dire quand on habite un quartier populaire et qu'on achète des sacs de riz par 20 kilos parce que c'est moins cher, qu'on sait faire de la cuisine pour 15 personnes, parce que là, il y a des tas de populations qui sont super équipées pour vivre alternativement. Et d'ailleurs, ça faisait partie aussi de l'ethnocomptabilité, ça coûte pas cher. Mais vraiment pas cher, quoi. Enfin, vous verrez les comptes. Et donc, il y a plein de populations qui... je dirais que l'écologie pratique, j'ai des étudiants, des doctorants qui travaillent sur des catégories populaires en zone rurale qui vivent vraiment très, très chichement et qui maintenant se retrouvent copains, mais sans être forcément politiquement du tout au même endroit, avec des alternatives, parce qu'ils ont plus ou moins finalement le même mode de vie, mais pas politisé forcément de la même manière. Et l'écologie pratique, la mécanique pratique, l'art de faire des semences, c'est ce qui s'échange le mieux comme savoir et qui est massivement... En fait, j'ai presque envie de dire, si je reprends ce schéma, la majorité de la population vit déjà, en fait, a déjà des ressources immédiatement mobilisables, parce qu'il y a une grosse partie de son activité qui fait heureusement qu'elle n'attend pas l'État-providence et le capitalisme pour rendre sa vie vivable. Donc, en fait, ce que disait Gibson-Graham, c'est qu'il faut par contre que nous, en sciences sociales, et il y a un travail militant à faire pour rendre visible ce qui va être invisibilisé, discrédibilisé, enfin, rendu invisible aux personnes elles-mêmes concernées. Et c'est ce que les Gilets jaunes ont montré aussi, il me semble. Donc, pour moi, la massification, en fait, elle est déjà là. Mais bon, je suis peut-être un peu optimiste, hein. Et la question de la symétrie, enfin en tout cas les outils sont là, c'est les terres qui manquent par contre, ouais. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, et là moi je trouve que c'est aussi des éléments, la symétrie, puis alors toute la question de genre, mais aussi la question décoloniale, hein, on est des blancs, qu'est-ce qu'on fait avec des populations qui se trouvent plutôt urbaines et qui racisées, qui n'est évidemment pas ou très peu présentes, même s'il ne faudrait pas les invisibiliser non plus. Il y en a. Enfin, faut juste là, travailler spécifiquement. Et donc, il y a vraiment mais c'est la même chose sur le plan militant, du reste. Un rapport électif et très délicat, on va dire, à tout ce travail de nomadisme militant international, notamment, qui fait qu'on ne va pas se déplacer à tout bout de champ dans le monde entier, mais on va avoir des pratiques de voyage qui sont... d'ailleurs, c'est pour moi l'un des éléments biographiques, un tournant biographique dans les trajectoires que j'ai recueillies, qu'est le voyage. C'est vraiment récurrent, ils ont tous fait un voyage dans les pays du Sud et ils reviennent en disant « Ah ben c'est dans les pays du Nord qu'il faut que j'ai vu
dans les pays du Sud. Donc c'est un plus sans compter tous les parents qui ont vécu hors métropole, les grands-parents. Donc il y a aussi d'autres, étonnamment, un héritage colonial, mais décolonial, c'est-à-dire de critique de la colonialité par le passage hors métropole. Ça, c'est aussi un autre élément récurrent. Et donc, toute la question de l'hospitalité, justement, comment rendre hospitalières des alternatives à des populations qui ne sont pas les destinataires premières du public d'engagement du côté de l'écologie. Et donc, ça passe par des trajets militants transnationaux qui sont très pensés et aussi des opérations d'accueil. Et là, on bute sur la question de la mise à disposition de la terre, encore une fois, parce qu'en fait, quand même, l'une des clés pour rentrer dans ce fourmillement d'initiatives, c'est d'avoir un endroit où se poser. Et donc, autant sur le plan urbain, et peut-être que Stéphane en reparlera, il se passe des tas de porosités possibles, autant sur les questions, la ruralité, on va dire. Enfin, pour vous donner un exemple, autre chose, l'accueil des migrants, par exemple, ça fait partie d'une partie importante, en fait, de ce travail, de ces ruralités-là. Politiquement, elles sont... Ouais. C'est vraiment, il y a un militantisme constitutif en fait pour la ruralité et l'accueil des migrants, parce qu'en plus on sait que c'est des endroits plus ou moins où on ne va pas aller les chercher en premier, et du coup ça conduit aussi à faire des... Mais c'est pas tout. On pourrait dire que c'est un critère de distinction des ruralités entre elles quand il y a ce type de militantisme-là qui est présent. Mais je vais m'arrêter là parce qu'effectivement, l'un des enjeux, c'est de pouvoir décrire des lieux plus ou moins hospitaliers à ce genre d'alternatives et qui ne soient pas que blanches. Mais le principe de la gentrification, qui est malheureusement aussi l'effet pervers des alternatives florissantes. Plus elles sont florissantes, plus des tas de gens veulent acheter une maison de campagne là pour avoir un supermarché de producteurs. Plus les prix montent et plus les gens qui voudraient venir et qui n'ont pas d'argent n'ont pas démissionné trop tôt sans avoir un capital de leur métier d'avant, ne peuvent plus acheter. Alors ça a un avantage. Moi j'essaie d'étudier le marché foncier à Vallonde et son déplacement. C'est que ça oblige à aller dans la diagonale du vide qui est peut-être plus du côté... qui est affreusement dans d'autres lieux qui ne sont pas encore alternativisés. Parce qu'en fait, chaque fois, on a une jeune génération qui va arriver trop tard. Vallonde, c'est fini. On peut plus voilà. Le confinement est arrivé, les Parisiens ont envahi les friches. Donc peut-être que ça va contribuer, on parlait de massification, mais ce jeu-là va, en tout cas, permettre de faire tourner un peu des territoires historiquement alternatifs depuis la contre-culture, et là, doivent se déplacer sur d'autres coteaux, d'autres plateaux, d'autres... voilà. Mais ça reste quand même pas non plus l'émeute, quoi. Enfin, là, ouais.